Glénat Manga, qui est un éditeur qui publie du manga depuis 20 ans, puisque cette année, en 2009, nous fêtons notre 20e anniversaire, et qui est le premier éditeur de manga sur ce marché, puisque à la suite de nous, d'autres éditeurs se sont créés. Mais effectivement, le plus ancien, ça reste Glénat Manga, avec un catalogue aujourd'hui de 160 références et environ 1 millier de volumes. On est le plus grand catalogue de manga en termes de titres, l'un des plus anciens aussi, avec les éditions Glénat. Voilà, et on est un acteur majeur du marché. Alors Kana, c'est une maison d'édition plutôt grosse maintenant, qui est leader sur le marché du manga et qui édite des titres que vous devez connaître, j'espère. Naruto, Five, qui est présenté ici. La maison d'édition Soleil existe depuis maintenant près de 20 ans. Et s'est lancé essentiellement dans la bande dessinée et puis dans le manga depuis à peu près 5-6 ans en rachetant l'éditeur végétal Shoten, basé à Bordeaux, et donc depuis développe son propre catalogue manga depuis à peu près 5 ans. Les éditions Asuka aujourd'hui font partie du groupe Kazé depuis 1 an et demi. Donc, on est une maison d'édition, donc voilà, on n'est pas trop sur le mainstream. On est une petite maison d'édition, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile d'obtenir les grosses licences parce qu'on n'a pas forcément les mêmes moyens financiers que nos amis de Kana ou Pika. Donc on essaie de choisir nos titres un peu plus en fonction de coups de cœur, tout simplement. C'est une maison d'édition qui fait du manga, comme on peut le voir ici, et de la bande dessinée, on va dire, plus classique, traditionnelle dans un esprit franco-belge, et qui fait aussi pas mal de bouquins un peu de satire politique sous forme de BD ou de dessin d'humour. Ce qu'on voulait, c'était revenir à quelque chose de plus simple, de plus petit, de plus artisanal, plus proche des auteurs, et pas... je critique pas les grosses compagnies, les majors de la BD, mais on s'y retrouvait intellectuellement, on s'y retrouvait plus trop et on n'avait plus beaucoup de plaisir à bosser dans ces structures-là. Et on voulait revenir au cœur de notre métier, c'est-à-dire l'éditorial et la relation avec les auteurs. Daibex, une société qui travaille dans l'animation japonaise depuis 1996. Donc on fait partie des pionniers de ce métier un peu. Pionniers de la nouvelle génération, puisqu'avant nous quand même, il y en a eu d'autres. Et je dirais qu'on est la nouvelle vague. Notre catalogue s'est forgé sur le temps sur 2 axes qui étaient le shoujo, donc déjà dès le départ, et le seinen autour d'un titre phare qui était Battle Royale. Alors Battle Royale est encore à ce jour l'un de nos best-sellers, puisqu'on en a vendu près de 50 000 du tome 1, donc ça reste une excellente vente. Et on a après dans nos best-sellers une collection jeux vidéo qu'on a développée depuis 3 ans, avec notamment Warcraft qui se vend particulièrement bien. On a là le Zelda qui vient de sortir, qui démarre très très bien. Et dans nos shoujo, différents titres comme C'était nous ou Loveless qui fonctionnent également très bien. Au départ, Kana a été créé sur un moule shonen. Après ça, on a essayé d'élargir ça à travers différentes collections. On a une collection seinen, on a une collection évidemment shoujo qu'on est en train de redévelopper là très fort. Et aussi une collection qui s'appelle Sensei qui va redécouvrir un peu tous les grands maîtres de la bande dessinée japonaise, et Medin qui est une collection un peu plus d'auteurs en réaction avec les grosses séries commerciales. On essaye par exemple également aujourd'hui de faire découvrir le patrimoine du manga. On sait que le public est très vaste, qu'il est dans l'esprit culturel aussi du manga, en comprenant que le manga a une histoire de plus de 100 ans et qu'il nous reste à découvrir aussi les RG, les JG, les Tardi, donc les monstres sacrés, pourrons-nous dire, du manga. C'est ce qu'on a commencé à faire avec Ishinomori Shotaro et Cyborg 009, qui est véritablement un des grands titres et un des grands maîtres du manga, et où on retrouve dans ce manga des années 60 tout un parfum un petit peu kitsch qui est absolument passionnant autour d'une histoire de science-fiction qui est très divertissante. Nous, on est très contents notamment du succès de Vampire Knight. Nous, ce qu'on essaye de proposer à nos lecteurs, c'est un choix justement notamment en shoujo. C'est vrai qu'on s'est particulièrement spécialisé sur le shoujo ces dernières années parce qu'on a anticipé l'explosion de ce marché-là. C'est vrai que le manga était arrivé plus par le shonen pour les garçons, mais on savait que les filles lisent plus que les garçons, historiquement. C'est vrai que sur le poche, en jeunesse, ça s'est passé comme ça. Donc on est sûr que sur le manga, ça se passe et on le constate également sur le salon. On a mis plusieurs nouveautés en avant. Bon, c'est principalement évidemment le shoujo qui est un peu le thème général aussi de ce salon, qui est ce que met Shueisha et plein d'autres éditeurs en avant. Sinon, dans le shoujo, c'est Five qui est vraiment mis en avant, parce
qu'on a eu la chance de recevoir l'auteur qui est venu dédicacer sur notre stand, et Black Butler, qui est vraiment une grosse licence qu'on va lancer à la fin d'année. Je pourrais aussi parler de Black Rosalis, le nouveau Setona Mizushiro, qui est en avant-première sur Japan Expo. Voilà, c'est un peu notre auteur phare de la collection Shoujo. Et là, elle revient avec une série qui revisite le mythe du vampire. Nous avons eu la joie et le plaisir donc, de travailler depuis 20 ans quasiment Dragon Ball, qui est le titre emblématique du manga, puisque c'est ce qui l'a vraiment popularisé dans le monde. Aujourd'hui, le digne héritier de Dragon Ball, c'est One Piece, qui est un shonen de grande aventure qui séduit énormément de public. Nous avons Bleach également, pour les amoureux plus d'un petit esprit un peu samouraï ou histoire de sabre. Ça c'est pour le shonen. Du côté seinen, donc pour les adultes, nous avons Berserk par exemple, une extraordinaire histoire d'heroic fantasy qui fonctionne très bien. Et également pour un public adulte, Les Gouttes de Dieu, donc un manga sur le vin, donc assez inhabituel par rapport aux propositions générales que l'on peut faire en manga, mais qui nous a permis effectivement d'intéresser tout un public qui ne lit pas de manga habituellement et qui est venu à ce titre pour le vin par exemple. Et du côté shoujo, donc des mangas pour les jeunes filles plutôt, eh bien on a l'Académie Alice par exemple qui marche très bien, qui est un peu un Harry Potter au féminin. Notre meilleure vente aujourd'hui c'est Detroit Metal City qui a eu d'ailleurs jeudi le prix du Manga Awards pour la catégorie seinen, c'est-à-dire les mangas pour adultes. Et en bande dessinée on a sorti un album l'année dernière qui s'appelait Carla et Carlito, qui était une satire sur notre couple présidentiel et qui s'est vendu à pas loin de 100 000 exemplaires. Et cette année, on sort la suite des Passagers du Monde, François Bourgeon, début septembre, et qui est imprimée à 230 000 exemplaires. Donc pour une jeune maison d'édition, ça devrait pouvoir aller. On a démarré en 1996 déjà très fort avec Neon Genesis Evangelion, qui a été un des piliers de notre catalogue. On a enchaîné sur des très belles séries. Je pense à Vision d'Escaflowne, Cowboy Bebop, Serial Experiments Lane, Kenshin. Plus récemment avec Hellsing, Full Metal Alchemist. Je pense que c'est un très beau catalogue dans lequel vous trouvez un peu de tout. Notre catalogue est quand même plus tourné autour du shoujo que du shonen, mais je pense que ça s'équilibre relativement bien. Et là donc récemment, donc, on a depuis maintenant un peu plus d'un an, on a développé aussi notre collection Boys Love, avec notamment la sortie aujourd'hui, pareil en avant-première sur Japan Expo, du B-Boy Magazine, donc qui est un magazine de prépublication qui sera disponible en librairie à côté des Boys Love, où pour 400 pages, 4,95 € tous les 2 mois, 9 histoires à suivre. Pour ce qui est du shonen, nous on a une spécialité, c'est les shonen sentimentaux. Donc, en fait pour les garçons comme Video Girl, Ichigo, 100%, To Love en ce moment. Voilà. Pour ce qui est des filles, alors on a 2 types de shoujo, des shoujo un peu collégiennes histoire d'amour, comme parmi eux Spécial A avec beaucoup d'humour, et des shoujo un peu plus adultes comme Delivery qui sont un tout petit peu plus durs. Voilà. Et pour ce qui est du seinen, alors c'est très spécifique, on fait du seinen, on va dire ce que j'appelle du young seinen, du seinen qui s'étend de ado à jeune adulte. C'est des séries comme Z-Man, Gantz, c'est des séries avec de l'action, tout ce que les parents détestent, du sexe, de la violence. Actuellement c'est Zelda, forcément, hein, vu que c'est une licence pour laquelle on s'est énormément battu. On a lutté pendant 3 ans pour obtenir la licence et donc voilà, c'est notre gros enjeu et ça va être une sortie régulière puisqu'on a 9 volumes à sortir. On sort à la fin de l'année pas mal d'albums, on en a un je pense qui va un peu, toujours dans une rubrique un peu satire sociale et politique. De la même façon qu'on avait initié chez Glénat la phase Karcher de Sarkozy qui s'était vendue à 200 000 exemplaires, donc Carla et Carlito une suite. On va sortir un livre d'humour satirique et très critique sur Ben Laden qui est en fait scénarisé par un journaliste franco-algérien qui s'appelle Mohamed Sifawi, qui lui-même a fait pas mal de bouquins et de documentaires sur l'intégrisme religieux et spécifiquement celui du terrorisme islamique. Donc ça va être un truc qui à mon avis va faire parler de lui. On a sorti en grande nouveauté le RGVTA 20e anniversaire, qui est une édition de luxe avec un coffret pour fêter les 20 ans de Clamp, étant donné qu'elles sont présentes sur le salon. Donc on a essayé de faire un événement autour de ça. Et autour de Code Geass,
qui a été créé par les Clamp aussi, et dont en tout cas ils ont fait le caractère design, l'idée de départ, et donc qu'on sort à partir de septembre. L'Enfeust, c'est une série qui commence maintenant à exister depuis pas mal d'années. L'Enfeust Quest, c'était vraiment l'occasion de refaire vivre les personnages de l'Enfeust dans un univers différent, avec de nouveaux personnages et avec une dynamique et un trait propre au manga. Par la suite, l'auteur a eu une certaine forme de liberté qui lui permet d'explorer d'autres voies. Donc tout est sous le contrôle des auteurs originaux, bien entendu, mais c'est pas une ressucée, c'est vraiment une revisite. Donc ça garde l'esprit originel, mais avec son propre flow, entre guillemets. L'une des séries à succès que nous avons repris récemment à notre catalogue, c'est Hokuto no Ken, Ken le survivant. Donc voilà, on est très content, toute l'équipe est très contente de pouvoir travailler sur ce titre. Et puis récemment, on a Ikigami, qui est vraiment une surprise. Ça marche très bien en librairie et c'est un seinen dont on est très fiers. L'auteur en lui-même produit un volume par an. Voilà. Donc le volume 12 devrait être terminé à la fin de l'année 2009 au Japon. Donc ensuite, il faut le temps de la négociation, de la traduction, du montage et de la validation. On l'oublie parce que c'est vrai que souvent les fans aimeraient bien voir sortir les choses quand elles sortent au Japon, mais il faut un temps et de travail et de négociation. Et ça ne sera pas le dernier, contrairement à ce qu'on pouvait entendre ou lire ici et là. Choisir un titre, ça veut dire évidemment être attentif à ce que le public veut, qui se manifeste d'ailleurs de manière très présente sur les forums d'Internet. Ça veut dire aussi suivre l'actualité du Japon, voir quels sont les titres un peu novateurs, qui ne sont peut-être pas connus du public français, mais voilà, qui ont la capacité de pouvoir faire un gros résultat. C'est ce qu'on a fait avec les Gouttes de Dieu, par exemple. Au départ, on lit ce qu'on peut, ou la plupart des magazines japonais. Donc on fait un premier repérage qui est plutôt graphique. Et puis on a des lecteurs japonais qui nous font un résumé de l'histoire. Et si ça nous accroche, alors on rentre dans un résumé plus détaillé de toute la série. Ça, c'est une des manières. Une autre manière, c'est aussi quand on voyage au Japon, de faire toutes les librairies de Tokyo, d'acheter le plus de mangas possible, de se les faire envoyer et puis de se plonger dedans. C'est au feeling. C'est au feeling par rapport au design du dessin animé, par rapport aux personnes qui sont derrière, c'est-à-dire on sait qui signe le scénario, on sait qui sera le réalisateur. Donc quand on vous dit Watanabe par exemple, bon, vous savez qu'après avoir acheté Cowboy Bebop, bon, Samurai Champloo, avant même de l'avoir vu, vous savez que ce sera bien. Je dirais que c'est un ensemble de choses, du feeling à la connaissance des artistes qui travaillent sur les séries. Il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où c'est nous qui sommes force de proposition, où on demande aux éditeurs certaines licences, et parfois certains éditeurs qui viennent nous proposer des licences parce qu'ils pensent que certaines licences iraient bien dans notre catalogue. Dans le premier cas de figure, on procède généralement par tri, c'est-à-dire par rapport aux magazines qui sont publiés au Japon, qui nous sont envoyés par nos traducteurs sur place. Là-dessus, nous, on fait un premier tri graphique. C'est-à-dire que si on pense que graphiquement un titre ne plaira pas, on l'exclut de lui-même, quel que soit le niveau de l'histoire. Parce qu'on sait que le graphisme a une part très importante dans le choix des titres par les lecteurs. Ensuite, on fait lire ces titres-là par nos traducteurs qui nous font des résumés, des histoires. Et à partir de là, on fait nos choix. Dans le deuxième cas de figure, c'est effectivement quand l'éditeur nous propose un titre. Dans ce cas-là, on l'étudie et on voit effectivement la pertinence du choix en termes d'intégration dans notre catalogue. Oui, un manga doit obligatoirement être japonais. Ça ne veut pas dire qu'une bande dessinée non japonaise, mais d'inspiration japonaise, ne peut pas avoir un bon succès en France. Je pense que manga est un terme, c'est un mot. Et un mot qui veut dire bande dessinée, mais qui quelque part est attaché à une tradition, à une culture. Comme bande dessinée française représente quelque chose d'un point de vue culturel. Donc, pas besoin de mélanger les genres, je pense. La bande dessinée, c'est plus simple parce qu'on a des rapports directs avec pas mal d'auteurs, puisqu'auparavant, moi-même et mon autre associé, on a passé, moi 8 ans et lui 17 ans chez Glénat, donc on connaît quand même beaucoup de monde. Donc c'est assez simple de monter des projets BD en manga, c'est plus compliqué parce que même si on connaît très bien les éditeurs japonais, c'est plus compliqué parce que le marché a tellement explosé que les éditeurs japonais limite un petit peu le nombre de correspondants françaises et d'éditeurs français. On n'a pas d'accord particulier avec des maisons d'édition japonaises puisque nous essayons autant que faire se peut d'avoir une sélection qui soit tournée vers le public français. Donc moi ce qui m'intéresse c'est que l'information remonte du public et que l'on puisse de cette manière réagir en tant qu'éditeur
plutôt que d'avoir à subir un petit peu la stratégie d'un éditeur japonais qui voudrait absolument voir un titre publié en français, tandis qu'on essaye plutôt d'être sur une analyse des besoins du marché français. Les éditeurs japonais n'aiment pas trop conseiller, donc le travail doit venir de vous. Alors nous, on est évidemment très proche de Shueisha, Shogakukan, mais on travaille aussi avec Kodansha, maintenant Square Enix et d'autres maisons d'édition plus petites aussi. Je choisis sur 3 critères en fait. J'ai le critère choix du public, donc c'est les titres que le public veut absolument et je pense que qui correspond à peu près à notre catalogue. Des titres, on va dire, un peu plus commerciaux pour vendre, forcément, pas le choix. Et puis des titres très personnels, parce que comme je suis aussi lecteur, il y a certains titres, j'aimerais bien les lire. Voilà. Et puis après, il y a des titres inconnus qu'on me propose. Donc effectivement, je me fais traduire le premier, je le lis. Si je trouve ça bien et que j'ai envie de lire le deuxième, je me dis que forcément, il y aura des lecteurs qui auront envie de lire le deuxième. Si au premier, je trouve ça un peu... voilà. Puis en plus, je me méfie souvent parce qu'il y a des mangas qui commencent de façon phénoménale et puis qui se part en vrille au bout de 3 numéros. On trouve des trucs complètement hallucinants, donc il faut se méfier aussi. Le choix des titres, en fait, il n'y en a pas tant que ça et on est très très méticuleux sur notre choix. D'ailleurs, on ne publie pas trop de mangas. Aujourd'hui, on limite un peu la production parce qu'il y a vraiment une surproduction dans le manga, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une trentaine de titres manga qui trustent 90% du marché. Moi, je pense qu'en premier lieu, la France est un pays qui traditionnellement porte la bande dessinée en son cœur. Déjà parce que nous avons une tradition de bande dessinée qui a plus de 100 ans, donc qui est effectivement très solidement ancrée dans notre culture populaire. Mais également, la particularité aussi du territoire français, c'est d'avoir toujours accueilli assez favorablement des bandes dessinées venant d'autres pays. Il y a eu le phénomène Club Dorothée que tout le monde évoque, qui a créé plus ou moins le terreau pour que puissent naître en fait, les racines du manga en France. Voilà, il y a un terrain favorable aux médias bande dessinée, avec des gens qui apprécient ce média parce qu'ils y trouvent pas seulement de la distraction, ils trouvent aussi de la réflexion sur la société, sur l'humain, sur la manière d'être. Et puis c'est un endroit aussi où on peut trouver encore énormément de positivisme, et énormément c'est aussi une bouffée d'air. Quand on voit aujourd'hui Japan Expo et cette année donc ils adressent 150 000 visiteurs, même nos interlocuteurs japonais qui se déplacent sur Japan Expo sont surpris de l'engouement que représente le manga. Quel pays au monde accueille autant de traditions de bande dessinée? Il n'y en a pas. Le manga a réussi à trouver un public que la bande dessinée avait perdu. Au départ, un public jeune, la bande dessinée franco-belge étant intéressée de plus en plus à une BD adulte, elle a perdu un peu ce contact avec un jeune public et un contact avec son public. Ensuite, il y a eu un phénomène de contre-culture, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans une culture qui n'était pas celle de leurs parents. Et ça a donc là aussi créé un territoire fertile pour que se développe un espèce d'attrait pour le monde asiatique dans son ensemble. Pas seulement le manga, mais aussi l'animation, la nourriture, les codes vestimentaires, les codes même en termes de loisirs, que ce soit le karaoké, le cosplay ou des choses comme ça. Moi j'étais libraire au début des années 90, que j'avais déjà des clients qui apprenaient à lire le japonais pour pouvoir lire des mangas. C'est une tendance qui s'est maintenue pendant 20 ans. Et en définitive, on avait commencé à sortir des premiers guides pour lire les kanji ou pour pouvoir lire un manga. Et ça avait très bien marché. Parce qu'encore une fois, on a une population de fans qui ne lisent pas les scantrad, mais vont en librairie, acheter les volumes japonais et les lisent. Et effectivement, de plus en plus, cette génération apprend à parler japonais. C'est un peu paradoxal. L'animé, il suffit de voir ici, en fait, l'animation japonaise et le manga en France suscitent énormément d'intérêt. La presse en parle, les journalistes en parlent, la preuve, vous êtes là. Mais par contre, les grandes chaînes hertziennes boudent l'animation japonaise depuis de longues années. Je dirais depuis le début des années 90. On a été expulsé de l'antenne des grandes hertziennes et on se retrouve, je dirais, sur des réseaux, le câble, le satellite, la DSL TV. On se retrouve également aujourd'hui en DTT. Maintenant, ce sont des chaînes qui ont souvent un positionnement généraliste, qui ne peuvent pas passer... on les comprend, ils ne peuvent pas passer 4 heures par jour d'animation japonaise, c'est pas possible. En plus, ils ont des besoins, il faut que ça corresponde à leur public, à leur target, aux attentes des acheteurs.
L'acheteur de télé, c'est un animal très difficile. Parfois, il ne sait pas ce qu'il veut, parfois, il sait trop bien ce qu'il veut. Et donc, le résultat, c'est qu'il y a quelques séries à l'antenne et une majorité de séries qui, malheureusement, ne finissent jamais à l'antenne. Dragon Ball reste encore le manga le plus vendu de tous les temps, mais aussi la BD la plus vendue de tous les temps devant Tintin. Il y a un phénomène assez étrange, c'est que depuis 2002 à peu près, on a eu une très très forte croissance. Et pour moi, qui travaille à l'intérieur, je trouve que cette année, c'est la première année de croisière. Oui, on est un petit peu en stagnation. On l'a senti entre 2007 et 2008 avec une progression, mais qui était vraiment plus petite que tout ce qu'on a pu connaître les années précédentes. Donc on a senti que ça commençait à se tasser un petit peu. C'est-à-dire que le manga n'a plus la croissance qu'il avait au début. Mais malgré tout, sur l'année passée, il y a eu une croissance de 3%. La crise n'est pas vraiment là, parce qu'en termes de volumes globaux, ça continue à progresser. Mais c'est un ralentissement, oui. Pas un ralentissement, c'est un ralentissement de croissance. Mais on va dire que le marché se fait, les clients ils achètent pas, donc ça disparaît automatiquement. On atteint près de une trentaine d'éditeurs en France, donc forcément ça commence à être un petit peu bouché. On est à plus de 150 titres publiés par mois, donc forcément le niveau moyen des ventes baisse, donc du coup on en déduit une espèce de crise. Le public lui-même il continue à lire des mangas et le public lui-même il continue à grossir également. Mais il ne faut pas que la proposition éditoriale grossisse plus vite que le public lui-même. Pour qu'un hit naisse, il faut qu'il y ait un super best-seller qui arrive. Et là, pour l'instant, au Japon, il n'y a pas vraiment de nouveaux grands best-sellers. Puisque même au Japon, comme c'est un peu aussi la crise, forcément, ils n'ont pas trop le choix. Donc, ils conservent beaucoup de séries phares. Si vous voulez, c'est mécanique. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2000, on avait 170 ou 200, quelque chose comme ça, titres, tous éditeurs confondus, tous éditeurs confondus, présentés sur le marché. 200. Allez. 2008, 1400. Donc l'explosion, elle est absolument terrifiante et il est absolument normal qu'à un moment, on touche un plafond. À un moment donné, il y avait énormément de shonen, le marché du shonen était un peu saturé. Cette année, c'est vrai que le shoujo se développe énormément, donc il y a de plus en plus de titres shoujo. Mais bon, chaque maison a ses spécificités et je pense que chacun peut trouver encore sa place. On n'en est pas encore à la catastrophe, mais on va quand même arriver à un problème de surproduction. Il y a effectivement trop de séries, il y a une offre qui est assez grande, donc c'est pas facile. D'un autre côté, c'est bien pour le public, il y a moyen aussi de trouver un peu tout ce qu'on a envie de voir. C'est pas évident, maintenant voilà, c'est du travail, un véritable travail d'éditeur que de sélectionner ces titres, des titres qui représentent sa maison d'édition, notre maison d'édition. Alors la question du scantrad est une grande question qui existe depuis les débuts du manga quasiment et qui aujourd'hui effectivement devient totalement problématique. Notre position elle reste inchangée. On ne peut pas valider des choses comme ça. Le scantrad, nous, ça ne nous touche pas vraiment parce que le scantrad c'est vraiment on va dire une niche parce que pour pouvoir télécharger du manga, faut vraiment être courageux. Parce que ça abîme les yeux forcément, l'écran, la luminosité. Si on l'imprime sur du papier, ça revient plus cher parce qu'on va se payer un bloc de papier et détruire la planète comme ça. Je suis violemment opposé au scantrad parce que ça part d'un bon sentiment, en tout cas dans certains cas, mais ça reste une violation du droit d'auteur. Et ça, je pense qu'il faut que les fans en aient bien conscience. On est quand même en face de gens qui travaillent. Les auteurs, ils travaillent et ils gagnent leur vie grâce à leur travail. Mais parce que, justement, on vend les BD partout par la planète. Et s'en emparer pour les traduire et les mettre en download sur Internet, je ne pense pas que n'importe quel fan apprécierait que ça lui arrive à lui-même. De la même façon qu'on essaye une voiture avant de l'acheter, je ne vois pas pourquoi on ne lirait pas un manga, au moins les premières pages, même quitte à le lire en entier. De toute façon, il y a plusieurs volumes dans un magasin. Le scantrad, c'est plus gênant, mais dans différents niveaux. Encore une fois, nous, notre position en tant qu'éditeur, c'est de critiquer et de s'opposer au scantrad, quel qu'il soit. C'est à double tranchant, on ne peut pas nier que le scantrad
permet à certains de découvrir des séries et de créer un engouement. Ils vont découvrir par le Scantrad, mais culturellement, ils ont besoin, pareil, du support papier et vont par la suite, voilà. D'autres, par contre, vont faire l'inverse, vont commencer par le support papier, puis ensuite, quand ils ont moins d'affinité avec une série, vont continuer juste en Scantrad. C'est un argument qui a été avancé, qui n'a jamais été prouvé. C'est faux. Je veux dire, les fans eux-mêmes lisent habituellement beaucoup les mangas en japonais, par exemple. Donc ils n'ont pas besoin des Scantrad pour, de cette manière, connaître un titre. En plus, vu l'offre gigantesque qu'il y a en manga, il y a certainement des gens qui se disent « bon, ben, je l'ai lu, voilà ». Donc je ne vais pas le racheter. Donc ça reste quand même un problème. À côté de ça, contractuellement, nos ayants droit japonais, on nous demande de faire tout pour l'arrêter. Moi j'ai fait un test en regardant plein de sites qui font du Scantrad. Ça touche principalement les grosses licences comme Naruto, One Piece, où effectivement j'ai constaté qu'il y a des sites où il y a plus de 6000 téléchargements d'épisodes. Donc effectivement là ça représente un nombre conséquent, mais ça concerne uniquement les vraiment gros best-sellers. Pour ce qui est, on va dire, des titres classiques, les best-sellers, il y en a quoi? Il y en a 5 dans le marché du manga réellement. Pour tous les autres titres classiques, généralement on les trouve en téléchargement quand c'est inédit, ce n'est pas encore publié en France, et souvent la plupart des sites les suppriment une fois que c'est publié en France. Bon, il y en a quelques-uns qui continuent, mais on va dire que ça représente voilà, une faible quantité. Alors on comprend parfaitement, je dirais, le feu de la passion qui amène les fans à toujours vouloir très rapidement les choses. Il y a aussi une méthodologie éditoriale qui fait qu'il faut du temps pour négocier un droit, il faut du temps pour fabriquer un manga, et ça c'est relativement incompressible. Les Japonais ont un processus éditorial qui reste quand même très lent pour valider, pour nous donner les licences, pour signer les contrats. Donc on peut accélérer le mouvement, mais de toute façon, on sera pris de court parce que c'est plus facile de scanner illégalement que légalement. En tant que personne, je peux concevoir que certains fans s'attaquent à la traduction de titres qu'ils veulent faire découvrir. S'ils s'arrêtent très tôt, s'ils s'attaquent à des titres vraiment méconnus, dont on sait parfaitement qu'ils ne seront jamais publiés en France, je peux le comprendre. Ce que j'accepte surtout pas, c'est ce qui se fait actuellement, c'est de sortir des titres qui sont déjà publiés en France, de créer des sites web qui sont rémunérés par de la publicité, et on nous sort l'excuse de c'est juste pour payer les serveurs, alors qu'il y a des gens qui en font un vrai business. Se faire du business sur le dos de l'éditeur japonais ou sur le dos de l'auteur, ça par contre je trouve ça absolument dégueulasse. À partir de là, moi je ne considère plus que j'ai affaire à des passionnés. Je considère que j'ai affaire, pas à des pirates, à des voleurs. Je veux dire, c'est quelque chose de crapuleux. C'est très difficile de quantifier l'impact. Je pense qu'on va le découvrir progressivement, mais c'est vrai que ça pose plus largement la question en fait, du numérique et de l'exploitation, on va dire, de la BD sur des supports dématérialisés. Donc le Scantrad, la copie, c'est un peu comme certains quand on était petits, je ne vais pas dire moi, mais quand on allait chez un libraire et puis de temps en temps on a une fâcheuse tendance à mettre une BD sous sa veste. C'est un peu ça le Scantrad, sauf que là c'est vrai que c'est très facile, tout le monde a accès à Internet. Il n'y a pas de solution miracle. Bon maintenant si ça devient un peu trop grand, on prévient en tout cas juridiquement qu'il faut s'arrêter. Là on ne va pas mettre tout le monde en tôle. Je pense qu'il y a un moment, il y a une discussion qui doit vraiment s'ouvrir. Nous on essaye d'avoir un discours assez cash, assez clair là-dessus. Moi je suis prêt à discuter avec les Scantraders, avec les passionnés. Je ne suis pas prêt à discuter avec les voleurs. Le fansub, je pense que c'est encore plus difficile. Et quand il y a une habitude qui se crée, voilà, aujourd'hui il y en a qui ont l'habitude d'avoir gratuitement des animés et ils n'achètent plus et le marché du DVD va plutôt mal. Le manga, il y a encore un certain intérêt pour le papier, pour sa collection. C'est pas tout à fait pareil que pour les animés. Mais en tout cas, on ne peut pas nier que ça fasse du mal. Effectivement, l'intérêt d'acheter un DVD, je vous dirais, il est nul, quelque part. Vous regardez la série, elle ne vous plaît pas, vous l'abandonnez et vous ne l'achèterez jamais. Elle vous plaît, vous continuez à la télécharger. Les fans et les fansubbers vous proposent des qualités HD, machin, truc, bref. Donc, quelque part, vous n'avez pas véritablement besoin de l'acheter. Après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est effectivement une démarche d'éditeur. D'une part, on essaye de réprimer, de faire virer les liens. On n'y va pas trop fort parce qu'on ne veut pas mettre nos clients qui ont 15 ans et qui ont leur disque dur, plein de musique, plein de jeux, plein de machins. Ils ne se rendent pas compte que le jour où un huissier débarque chez eux à la maison, ils vont en prendre pour 200 000 € d'amende et leur vie sera gâchée.
Donc nous, notre but n'est pas de gâcher la vie de nos clients adolescents, au contraire. Donc on essaye plutôt de travailler sur le marketing, sur le savoir-faire. On propose des interviews, on propose des épisodes exclusifs, des versions Director's Cut, tout un ensemble de choses qui ne sont pas téléchargeables évidemment. Moi j'ai beaucoup plus peur de l'avenir s'ils mettent au point ce qu'ils essaient de faire, ces fameux livres où on arrive à lire. Voilà, parce qu'effectivement, c'est un peu la bonne intention du DivX et du MP3. On arrive en se disant « Oh, on a créé un format pour l'avenir, c'est super cool et tout ». Et finalement, qui c'est qui utilise ce format réellement? C'est uniquement les gens qui téléchargent. Et j'ai peur qu'ils fassent la même chose pour le livre, qu'ils réussissent à trouver un format qui « Oh, c'est merveilleux, on va faire des livres vidéo et tout ». Et finalement, en fait, c'est pour le piratage que ça va être utilisé. Cette année, on a voulu frapper un grand coup. On s'est lancé sur les nouvelles plateformes avec Full Metal Alchemist Brotherhood, la nouvelle série de Full Metal. On l'a proposé en toute légalité, 6 jours après le Japon, gratuitement sur Dailymotion, en très très bonne définition. Et je veux dire que le public était là, on a été récompensé. En l'espace de 10 semaines, on a fait 1 500 000 pages vues. C'est une première tentative. En toute honnêteté, je vous dirais, si nous ne l'avions pas fait, il y a un groupe de fansubbers qui l'aurait fait. Donc dans les 3-4 jours qui auraient suivi la diffusion japonaise, il y a des fansubbers qui l'auraient fait illégalement, qui auraient proposé tout ça en BitTorrent, en peer-to-peer, en méga upload et rapid share. Ils s'imaginent sans doute qu'on est des vieux croulants et qu'on ne sait pas ce qu'ils fabriquent, mais en réalité, on sait exactement ce qu'ils font. Et là, on s'est dit, on va le faire à leur place, parce que quelque part, autant proposer nous-mêmes la série en découverte légalement au public et amener le public vers une offre légale, les ramener vers le travail d'un éditeur et leur faire prendre conscience que le travail d'un éditeur, c'est quelque chose d'important. Les organisateurs de Japan Expo ont réussi à faire que ça soit complètement incontournable. Il y a d'autres expositions et salons sur le manga à Paris ou en province, et c'est vrai, celui-là est devenu complètement incontournable, donc c'est un point de passage, comme Angoulême est un point de passage quasi obligé pour les éditeurs de BD franco-belges. C'est vraiment un plaisir énorme qu'on n'a pas du tout avec la bande dessinée franco-belge, où il y a une distance qui est beaucoup plus grande que sur le manga. Depuis le début, que ce soit Japan Expo ou le Cartoonist avant, c'est vraiment des salons qui sont dédiés à ça. Effectivement, là, on est vraiment sûr de toucher notre public, ce qui n'est pas le cas de salons comme Angoulême. On fait aussi Angoulême, mais Angoulême, c'est... Voilà. Et puis Angoulême, c'est un salon de BD française pour une certaine élite. Ici, on trouve une majorité de filles. À Angoulême, les filles qui lisent de la BD, voilà, c'est un petit peu plus rare. Donc effectivement, le public féminin vient en masse dans un Japan Expo. Donc pour le shoujo, par exemple, c'est vraiment génial. C'est un des rares moments pour nous auxquels on est véritablement en contact avec le public. Autrement que par mail, on reçoit des mails de temps en temps, des choses comme ça. Mais c'est le moment où on peut rencontrer les gens, savoir qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur plaît pas, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils espèrent. On se rend aussi compte, nous évidemment on est dans le bain de l'éditeur, on connaît parfaitement nos licences, on connaît les licences des voisins. On se rend compte que souvent le consommateur de Japanime, il vient chez vous, il vous demande les produits d'un autre. Il est plus sensible au programme qu'aux éditeurs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est l'impact promotionnel que ça peut avoir. C'est-à-dire que maintenant tous les éditeurs, quand ils ont une grosse licence ou un titre sur lequel ils veulent vraiment miser, ils se le gardent au chaud jusqu'à Japan Expo parce que c'est le meilleur moyen de l'exposer, même auprès de plus grands médias. Japan Expo, c'est la caisse de résonance du manga en France au niveau national à un moment très précis. Japan Expo, c'est vraiment notre salon. C'est le salon où, alors déjà, on fait beaucoup d'images. On arrive à présenter nos nouveautés comme Code Geass, justement, RG Veda, Spécial A. Voilà, on arrive à mettre en avant des séries, on fait des événements, on participe à des cosplays pour les éditions Tonkam. On a essayé de faire des petites niches qui font plaisir, pas sur toutes les séries, parce que c'est impossible. Enfin, en tout cas, sur les séries qu'on a désiré mettre en avant, en créant une animation autour de ces personnages. C'est vraiment une rencontre avec le public. Moi, c'est ce qui m'intéresse à Japan Expo. En termes de vente de volume, sur une année, c'est pas énorme. Faut pas se le cacher. On vend plus en magasin, donc c'est pas tellement un enjeu commercial. C'est vraiment un enjeu en termes de promotion et c'est l'occasion de rencontrer son public. Et l'interaction, elle est entre l'éditeur et son public à un niveau très large. Maintenant, il y a d'autres salons toute l'année qui permettent aussi ce genre de rencontres, qui permettent des lancements, des choses comme ça. C'est juste que Japan Expo, c'est tout ça en plus grand. Ça, c'est une extraordinaire surprise et ça nous a beaucoup fait plaisir. Donc on a 20 ans, ce qui est, ma foi, un bel âge, somme toute. Et l'ensemble des éditeurs a demandé aux auteurs de pouvoir faire une dédicace spéciale pour
pour cet anniversaire. Ce qui nous a beaucoup touché, parce qu'on a beaucoup de belles dédicaces de l'éditeur Shueisha qui publie des titres très appréciés du public. On a aussi des personnages, des personnalités du manga qui nous ont fait plaisir avec une petite dédicace, comme Rumiko Takahashi par exemple, ou Adachi, qui sont des gens qui ne dédicacent quasiment jamais et qui sont dans une autre sphère, je dirais. Et puis des grands anciens comme Takao Saito, qui est un monsieur fort honorable et fort âgé, de 82 ans, et qui nous a fait une dédicace absolument somptueuse. Donc nous on est très contents, on a reçu ça effectivement pour nous. On a décidé de la proposer à Japan Expo parce que je pense que le public, on lui doit tout. Le public, c'est lui qui a construit tout ça, qui a construit les noms de ces gens en France. Et donc c'était justice de lui offrir cette exposition, ne serait-ce aussi que pour pouvoir toucher un petit peu du doigt le dessin brut d'un auteur sans le soutien des assistants. Et où on voit vraiment une qualité graphique ou créative qui est absolument étonnante, avec une créativité un petit peu différente de ce qu'on peut voir dans les mangas. Donc c'est un plaisir aussi de toucher la patte de chaque auteur en direct. Le point que je voudrais peut-être mettre en avant, c'est que, encore une fois, le catalogue manga qui a 20 ans est extrêmement riche. J'espère vraiment, comme c'est le cas pour l'instant, que les générations actuelles, les jeunes actuels, viendront découvrir aussi les shonen de la génération précédente. On le voit, c'est très bien le cas avec des titres comme Dragon Ball, comme Kenshin, comme Dr. Slump, dont on propose des Perfect Editions, qui sont des titres qui ont été édités il y a 15 ans par exemple, mais qui trouvent encore aujourd'hui de l'écho dans la nouvelle génération. Et c'est ça, je pense, qui est important, c'est que ça n'a jamais été un phénomène de mode, c'était un phénomène générationnel, et je pense qu'il est important que ça devienne un phénomène multigénérationnel. Et que de cette manière, le catalogue en lui-même puisse continuer à vivre, mais surtout que les œuvres qui sont vraiment fabuleuses puissent continuer à être lues par des fans de manga. Bon, ça serait dommage qu'ils passent à côté de monuments de l'histoire de la bande dessinée, comme il peut en exister dans le manga.